Bonjour à tous et bienvenue sur Ocho Talks. Moi, c'est Iman et aujourd'hui, vous êtes dans un nouvel épisode. Je suis accompagnée d'un nouvel invité, Monsieur Armand Nkansop. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour notre continent, donc les secteurs prometteurs en Afrique. Nous allons débuter avec le secteur minier, qui est un secteur très, très, très important. Donc, j'ai beaucoup de questions, beaucoup de choses à dire. Et j'espère que l'on va pouvoir répondre à toutes ces questions. Normalement, oui. On devrait. C'est un sujet qui est très important J'espère, et oui. qui intéresse beaucoup la communauté afrodescendante et même africaine. Africaine, effectivement. Et avant de débuter, est-ce que vous pourrez vous présenter, monsieur Oui, Armand? bien sûr. Déjà, merci de me donner l'opportunité de parler de ces sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Avec plaisir. Merci également de la confiance que vous m'accordez en m'invitant sur votre plateau. Je suis Nkansop Armand, je suis franco-camerounais. Je suis de formation ingénieur en génie des procédés Ok. et je suis également titulaire d'un doctorat en sciences des matériaux. Ok. J'ai quasiment 20 années d'expérience dans les industries minières, minérales et métallurgiques, Ok. dont je suis à la fois de formation, j'ai une double compétence technique et commerciale. Donc, j'ai commencé à travailler il y a longtemps, déjà en 2006, d'abord dans le secteur de la recherche et développement, au sein des entreprises qui sont relativement connues. Il y a l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ensuite, j'ai évolué chez Fivestin, d'abord en tant que chercheur, ensuite en tant que chef de projet. Et puis, j'ai été promu en Angleterre, toujours chez ArcelorMittal. J'y ai passé un peu moins de 4 ans. Et ensuite, je suis revenu en France et j'ai été débauché par un groupe qui s'appelle Imerys en tant que directeur de développement business pour développer une nouvelle activité qui est liée à l'économie circulaire. Ok. En d'autres termes, c'est comment optimiser les matières premières, valoriser les sous-produits ou les coproduits issus que l'on perd pendant le processus de transformation et récupérer les déchets issus des industries de transformation pour leur donner une nouvelle valeur et les réintroduire, soit dans la même filière ou alors dans d'autres filières. Ok. Et depuis bientôt 1 an, j'ai mon propre cabinet de consulting qui s'appelle CETID Consulting, avec lequel j'apporte une expertise technique et stratégique aux entreprises et aux gouvernements africains sur les sujets liés à la transformation industrielle de l'Afrique. Ok. Voilà. Et puis, j'ai aussi une association qui s'appelle Use and Give, qui contribue à l'épanouissement, au développement et à l'éducation des orphelins, de certains orphelins du Cameroun. Du Cameroun, ok. Voilà. Je tente d'éveiller les consciences, mais aussi de donner ma modeste contribution au monde. Ce que le monde m'a apporté, j'ai essayé aussi d'apporter à d'autres personnes. Oui. Okay. Donc voilà à peu près pour ce qui est de ma modeste personne. Oui, bah c'est très intéressant. Et, merci. Vous avez plusieurs casquettes à ce que je vois. C'est ça, effectivement. Oui. Ok, génial. Mais du coup, ça va nous intéresser donc d'avoir votre expertise par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc on sait que l'Afrique est l'un des continents donc, qui a, on va dire, le plus de réserves de matières premières. Oui, tout à fait. Notamment minières. Oui, minérales, minières, tout à fait. Oui. Et donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que, en ayant toutes ces réserves-là, elles sont souvent transformées ailleurs. On vient chez nous, on prend nos réserves et on les exploite ailleurs, on les transforme ailleurs et on n'en bénéficie pas. Alors, c'est une très belle question. On répondra, j'essaierai de répondre à cette question de façon d'abord globale parce que ça pourrait faire l'objet finalement de toute l'émission, cette question, parce qu'elle est vraiment généraliste et si on va en détail avec les réponses, on pourra y passer toute la journée et le sujet est très passionnant. Alors, pourquoi aujourd'hui on n'y est pas, on n'arrive pas à profiter de nos matières premières de la transformation? Le premier point, il est d'abord historique. Ok. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que
on a obtenu notre indépendance il y a à peu près 60 ans. Donc, pendant toutes ces périodes, ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ce sont des faits qu'il faut parfois mentionner pour qu'on comprenne d'où on vient, pour mieux savoir où on va. Et pendant cette période de colonisation, l'économie de la plupart des pays africains qui étaient colonisés n'était pas bâtie sur leurs besoins, mais les besoins des Occidentaux. Et donc, face à cela, les Occidentaux n'avaient aucun intérêt à faire en sorte que les matières premières dont eux, ils ont besoin, et pas nous, soient transformées localement. Donc, c'était beaucoup plus simple pour eux d'extraire ces matières premières et de les acheminer dans leur pays où il y aura le processus de transformation. C'était vraiment la politique économique qu'ils avaient mise en place. Notre intérêt n'était pas important, c'était le leur. Donc, c'est important de bien prendre ça en considération, parce que 60 ans, ça semble long, mais sur le plan industriel, il faut parfois 20 ans pour être capable de changer le côté industriel d'un pays. De voir les résultats. Voilà, exactement. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et puis, comme ils avaient cette politique-là, ce qu'ils ont omis de faire, et ça c'est un choix volontaire, ils n'ont pas, pendant leur présence en Afrique, mis en place des infrastructures pour justement transformer ces matières. Ce n'était vraiment pas leurs objectifs. Et on peut comprendre. Chacun doit prendre ses responsabilités. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les infrastructures dont je parlais. Pour transformer les matières premières, il faut des usines, il faut des routes, des chemins de fer, des ports pour les acheminer. Il faut aussi, d'ailleurs, des écoles, des hôpitaux pour la population qui viendra s'installer pour travailler sur ces matières-là. Quand vous embauchez des personnes dans une région, il faut qu'elles aient un toit, il faut qu'elles puissent continuer d'envoyer les enfants à l'école. Donc, c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, il y a ce problème d'infrastructure qui est très primordial. Ensuite, il y a les compétences techniques. La transformation des matières premières nécessite des compétences très spécifiques. Je ne vais pas tous les citer. Il faut des techniciens qui s'y connaissent dans le métier, c'est la géologie. Il faut des ingénieurs en procédés. Enfin, c'est toute une panoplie de compétences à développer. Et ces compétences-là, localement, malheureusement, on ne les a pas assez. Et bien même quand on en a, c'est trop peu pour pouvoir contribuer de façon globale au développement de chaque pays d'Afrique. Et donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. En plus de cela, qu'est-ce qu'il y a aussi comme difficulté? Le financement. Les industries lourdes notamment sont des industries qui nécessitent de gros financements. Et nos États ont beaucoup de problèmes de financement. Ça peut faire l'objet d'une autre émission, bien évidemment, mais le fait que nos monnaies soient relativement faibles, notre instabilité politique et consorts, on n'a pas, et nos banques aussi d'ailleurs n'ont pas les moyens financiers pour suivre ce genre de projet. Et du coup, on est souvent dépendant du financement extérieur. Et quand quelqu'un vient de l'extérieur avec son argent, il exige des conditions qui ne sont pas forcément celles pour nous, qui nous arrangent. C'est ça. Donc, on dépend de cela et ça fait partie des points qu'on aura certainement l'occasion de discuter. Donc, j'ai parlé de ça. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui empêche qu'on puisse bénéficier de nos ressources? Bon, il y a les problèmes environnementaux, sociétaux et environnementaux. Bon, ça, à la limite, j'ai envie de dire, ça peut se régler. Je fais partie de ceux qui disent que c'est vrai qu'on doit prendre en considération les problèmes environnementaux, mais il ne faut pas que ce soit un frein. C'est-à-dire que je déplore que les Occidentaux n'ont pas fait attention à ces problèmes d'environnement et il y a une grosse pollution de la planète qui vient de leur part. Maintenant, nous, quand il faut que nous nous développons,
on nous impose certaines règles qui peuvent freiner considérablement notre développement. Oui. On doit en tenir compte, mais il ne faut pas que ce soit un point handicapant. Okay. Et donc, il faut pouvoir trouver le juste milieu. Donc, voilà à peu près. Il y a aussi un point qui est très important, j'ai failli l'oublier, c'est l'instabilité politique. Voilà, c'est compliqué parce que les investisseurs, les entreprises ne vont jamais prendre les risques pour investir dans des pays où ils auront le sentiment qu'il y a une forme d'instabilité politique de leur point de vue. Oui. C'est toujours par rapport à leur point de vue. Il y a la peur de se faire confisquer son entreprise si demain il y a un changement de gouvernement. Oui. Voilà, c'est autant de choses et la régulation également des règles de l'industrie minière qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas capable pour l'instant de bénéficier pleinement de la valeur de nos matières premières. OK. Et donc, pour y revenir, par exemple, s'il y a un problème de financement, j'aimerais savoir qu'est-ce que les politiques publiques, donc le gouvernement, ont comme levier pour aider en fait ces personnes, justement ces sociétés ou même ces personnes qui reviennent et qui veulent investir. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a déjà même des leviers en place, mis en place? Oui, il y a des, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a des modes de financement qui ont été mis en place, mais qui sont inconnus ou peu connus des investisseurs, des entrepreneurs, que ce soit les locaux ou même ceux de la diaspora. Okay. Ça existe. Beaucoup de gouvernements, les institutions financières africaines et même mondiales ont mis en place des procédures de financement. La difficulté que les entrepreneurs ont, c'est qu'ils n'ont pas connaissance de l'existence de ces différents types de financement. Oui. Et c'est là où l'État doit faire un certain nombre d'efforts, c'est-à-dire qu'un des premiers que je conseillerais au gouvernement de faire, c'est de communiquer suffisamment sur les différents modes de fonctionnement qui peuvent être mis en place. Il y a différents types de communication. Ça peut être communiquer en organisant des forums, des conférences, des salons entre les différents acteurs pour mettre en avant ces financements. Il faut aussi que les gouvernements accompagnent les entrepreneurs. Surtout, j'allais dire les entrepreneurs de la diaspora, pas forcément, même les locaux. Les locaux aussi, c'est très compliqué de leur côté. Mais ils doivent être accompagnés. Et pour ça, l'État peut jouer sur plusieurs leviers. L'État peut être garant des PME, des petites et moyennes entreprises, pour leur faciliter l'accès au financement. C'est plus facile à une banque de financer des entreprises s'ils savent que derrière, il y a un garant. C'est pareil ici. Quand vous allez acheter un appartement, par exemple, ou quand vous voulez faire un prêt, que ce soit pour un appartement ou pour toute autre chose, très souvent, quand on commence son activité professionnelle, on nous demande un garant. Voilà, c'est pareil aussi avec l'État. C'est le garant qui peut être cautionnaire pour inciter ces institutions à faire le prêt. Donc, il y a ça. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est que on peut créer des fonds spécifiques. C'est-à-dire l'État et des institutions financières peuvent créer des fonds pour accompagner ces entrepreneurs, ces PME à se lancer dans les activités. Je dis ça pourquoi? Parce que les grands groupes, les multinationales qui viennent investir en Afrique, elles ont tellement de moyens financiers, en tout cas c'est beaucoup plus important que les entreprises chez nous. Donc, ils peuvent absorber ces risques-là. Parce qu'un, ils ont les moyens, et deux, ils ont des fonds qui ont été créés pour gérer ce genre de risques. Il y a les assurances, des choses comme ça. Donc, ils sont préparés à gérer tous ces risques. Mais nous, quand on parle de jeunes entrepreneurs qui rentreront pour se lancer dans notamment ce type de business, il
vous avez quelle garantie? C'est ça. Vous n'en avez pas. Vous hypothéquez peut-être vos biens ici pour aller vous lancer. C'est très souvent ce que les gens font. Donc, vous prenez des risques qui sont considérables et vous imaginez toute la pression que ça vous met. Oui. C'est difficile de travailler dans ces conditions. Donc, il faut vraiment un support étatique pour accompagner les entrepreneurs. Ok. Et c'est très intéressant que vous ayez dit ça parce que je connais beaucoup de personnes qui veulent justement retourner en Afrique, que ce soit des membres de la diaspora ou même juste des étrangers qui veulent même aller en Afrique et investir dans ce secteur-là. Mais ils ont peur justement parce qu'ils ne savent pas quels moyens de financement sont en place. Est-ce que les gouvernements vont être derrière eux, les soutenir ou pas? Et en parlant de gouvernement, j'aimerais aussi que l'on parle donc des problèmes de l'instabilité politique et des problèmes. J'ai l'impression que les gouvernements sont plus derrière justement les investisseurs étrangers que locaux. Ou du moins, l'accompagnement est plus visible derrière eux. Par exemple, on peut parler de Dangote. Lorsqu'il il a créé donc, sa propre raffinerie, on a très bien compris que ça a fait peur au gouvernement nigérian, qui ont tout de suite dit non. Qui ont plus appuyé justement les raffineries donc, étrangères qui étaient déjà au Nigeria pendant des années. Et lorsque un local a décidé donc de faire sa propre raffinerie au Nigeria, ça a été un problème. Donc ça peut être aussi un autre facteur qui fait peur, bien sûr. justement donc, à ces personnes qui veulent rentrer. Donc j'aimerais savoir quel est votre avis sur cette politique en mise en place. Et est-ce que vous pensez justement que les gouvernements jouent peut-être c'est trop dire, mais un double jeu, c'est-à-dire qu'ils essayent d'attirer donc, des investisseurs et leur dire oui, rentrez, donc il y a ce genre de financement. Et au final, quand on met pied, on se rend compte qu'on est entouré que d'étrangers et que nous, les locaux, nous ne pouvons pas faire Oui, effectivement. Pour parler de façon un peu vulgaire, c'est un débat que nous avons déjà eu dans la société africaine ici en Europe. On s'est dit, mais si Aliko Dangote, qui est supposé être l'homme le plus riche d'Afrique, galère pour faire fonctionner son usine, qui est la plus grande raffinerie d'Afrique, et certainement les plus grandes au monde, dis, mais si lui, le milliardaire, avec tout son réseau, tout son argent, galère, qu'est-ce que nous, les petites gens, nous arriverons à faire? Donc, effectivement, c'est intriguant. Et je pense, d'ailleurs, avant de répondre à votre question, que le cas de la raffinerie du groupe Dangote doit faire l'objet d'un business case dans les écoles de commerce africaines. Effectivement, oui. J'en suis convaincu et j'espère trouver le moyen de faire passer ce message. C'est vraiment un très bon cas d'étude de la façon dont il a construit cette raffinerie, au problème qu'il a rencontré une fois que c'était fait, jusqu'à la résolution du problème. C'est un très, très bon exemple d'étude de cas. Bon, alors, pour répondre à votre question, effectivement, les difficultés que le groupe Dangote a rencontrées montrent bien la complexité qu'il y a pour les Africains de contribuer de façon efficace et efficiente à l'industrialisation de leur continent. De mon point de vue, ça s'explique de plusieurs façons. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression politique et économique des multinationales. C'est normal, j'ai envie de dire. C'est une question de business, c'est une question d'argent. Et quand vous êtes une multinationale, vous avez, je dirais, le monopole, la mainmise des habitudes sur des business, notamment pour le cas du pétrole ou de la raffinerie du pétrole au Nigeria. Vous n'avez pas envie de perdre cette influence. Vous n'avez pas envie de perdre cette hégémonie. Vous ne voulez pas perdre les parts de marché. Donc la présence d'une raffinerie comme celle d'Aliko Dangote, ça va permettre, ils vont grignoter des parts de marché progressives, pas seulement au Nigeria, dans toute la sous-région, peut-être même sur tout le continent. Donc ça va être un manque à gagner considérable pour les autres multinationales.
Et donc, ils usent de leur pouvoir, de tous les moyens dont ils disposent pour freiner cette perte d'influence et de part de marché. Ok. Mais j'ai envie de dire, ils ne peuvent pas l'empêcher. Oui. Ils vont freiner le temps pour eux de trouver d'autres solutions, subterfuges, d'autres marchés, de s'adapter, mais ils ne peuvent pas empêcher l'Europe. Donc, il y a ces pressions-là. Il y a aussi ce que j'appelle les habitudes. On dit chez nous que les habitudes ont la peau dure. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Alors, le gouvernement nigérian et ses multinationales, on se complaît dans ce qui a l'habitude de se faire. Bon, allez, c'est tel groupe qui a l'habitude de le faire. Bon, ils le font depuis des années, c'est comme ça. Ça marche plus ou moins bien. Bon, allez, on veut rester dans le confort. Exactement. Du coup, on n'ose pas prendre les risques. Et en plus, dans ce confort-là, j'espère ne pas choquer des gens. Et il y a beaucoup d'intérêts personnels, énormément. Donc, que ce soit les politiciens, que ce soit les acteurs du secteur public, parfois privé ou même de la société civile, on pense trop à nos intérêts individuels et on oublie l'intérêt collectif. Et donc, oui, par rapport à tous ces facteurs, ces éléments-là, la société, ou je dirais le gouvernement nigérien, a pu être influencé pour ralentir le projet d'Aliko Dangote. Oui. Mais je confirme une fois de plus que ça n'aurait été qu'un ralentissement. Ça ne pouvait pas être un échec, parce qu'un projet de cette envergure, si ça devenait un échec, vous imaginez l'image que ça renvoie au monde entier. Tous les entrepreneurs, les plus riches entrepreneurs africains ne prendrait plus le risque de faire un truc pareil. D'ailleurs, il a dit, M. Dangote, si c'était à refaire, il n'est pas sûr qu'il le referait. Si M. Dangote ne fait pas ce genre de choses pour l'Afrique, qui le fera? C'est vrai. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je suis très admiratif de son patriotisme, de ce qu'il fait. Et j'incite que ce soit ces personnes les plus fortunées, ces grands industriels, ou alors des plus jeunes entrepreneurs de ma génération, de votre génération, à oser, à prendre le risque, s'informer sur ce qu'il y a comme outil, comme financement, comme possibilité, comme opportunité, et prendre le risque. Il faut les prendre quand on est encore jeune, parce qu'on a le temps de se rattraper si jamais on se loupe. Voilà. Et du coup, pour revenir un peu donc, aux matières premières, donc il y a le Mali, le Ghana, le Burkina, qui sont des pays très, très riches, mais qui ont énormément de réserves sous-exploitées, ou voire même inexploitées. Et j'aimerais savoir donc pourquoi est-ce le cas. Donc, on voit des multinationales un peu partout, mais il y a énormément de réserves qui sont sous-exploitées. Est-ce peut-être, du coup, pas un moyen pour nous, donc les locaux, d'essayer donc d'aller vers ces ressources et nous-mêmes essayer de les exploiter? Donc, peut-être c'est, comment dire, une opportunité. Ou ce n'est pas une opportunité parce que c'est par manque d'infrastructure que donc, ces réserves sont laissées comme ça. Est-ce que c'est donc le gouvernement toujours qui a son mot à dire ou peut-être, comme vous avez dit, le manque de financement qui fait que ça bloque tout, ça freine tout et on ne peut pas se permettre de... C'est une très belle question. Effectivement, et c'est important de le rappeler, hein, les pays que vous avez mentionnés, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ces pays de l'Afrique de l'Ouest sont effectivement très riches en matières premières. Et beaucoup de matières premières restent encore inexploitées. On peut citer le lithium, même si ça fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle des matières premières critiques, puisqu'on les utilise pour les batteries électriques. Dans le lithium, le fer, la bauxite. C'est important de citer pour que
notre public identifie bien les matières premières sur lesquelles ils peuvent jeter un coup d'œil. Bon, il y a tout ce qui est connu, l'or, le diamant, c'est relativement bien connu, et je vois que le Burkina Faso et le Mali font de très gros investissements sur l'industrialisation de l'or. Je n'oublie pas le manganèse avec le Gabon, le manganèse et le nickel qui, depuis quelque temps que le nouveau président gabonais a pris le pouvoir, j'ai vu que le groupe Eramet est en train de mettre en place une première transformation des matières premières locales avant de les acheminer. Donc, maintenant, pourquoi ces matières premières sont inexploitées? Est-ce que c'est une opportunité pour les jeunes ou alors c'est très compliqué? Elles sont inexploitées pour une partie des exemples et des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est que pour les exploiter, il faut avoir à disposition des infrastructures. Vous allez vous rendre compte que durant nos échanges, la plupart des réponses vont toujours tourner autour des mêmes sujets, et après le détail peut varier, mais les grandes lignes, les grandes problématiques, on les connaît. Je n'invente pas le chaud, on les connaît, mais soit on ne les applique pas, soit on n'a pas le courage de le faire, mais on viendra sur le sujet. Donc elles sont inexploitées parce qu'on manque d'infrastructures pour le faire. Même quand il y a cette volonté politique, et encore, c'est un point aussi que j'espère pouvoir aborder, cette volonté politique, parce que pour moi, tout passera par la volonté politique. On n'est pas en train de parler d'une petite confiserie du quartier. Non. On parle des ressources naturelles d'un pays qui sont très souvent gérées par la présidence dans la plupart des pays africains, parce qu'on sait que c'est une manne financière colossale et considérable, mais on sait aussi, ils savent aussi que c'est un moyen, un des moyens les plus efficaces pour développer notre continent. Voilà, donc c'est pourquoi dans la plupart des pays, cet aspect-là est géré directement par le gouvernement, la présidence. Donc, l'absence des infrastructures peut être un point bloquant, ça c'est certain. Le deuxième point pour lequel ces matières sont souvent inexploitées, c'est l'énergie. L'énergie est un véritable problème en Afrique. Quand je parle de problème énergétique, c'est d'abord la disponibilité. On n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir transformer nos matières premières. Si je vous prends le cas de la bauxite, par exemple, avec la Guinée, si vous voulez transformer la bauxite en alumine, ensuite l'alumine en aluminium, c'est une industrie qui est extrêmement énergivore. Mais vraiment, ça consomme énormément d'énergie. Et aujourd'hui, on ne dispose pas d'infrastructures énergétiques de qualité, stable, fiable, pour pouvoir alimenter ce type de transformation. Même l'Afrique du Sud, qui fait partie des pays les plus industrialisés en Afrique, c'est même d'ailleurs le premier pays le plus industrialisé. Je le sors même d'ailleurs souvent de l'Afrique parce que je dis, bon, on n'est pas tout à fait sur le même rang. Mais même l'Afrique du Sud, il y a un ou 2 ans, je n'ai pas la date précisément, ils ont fait face à une grosse pénurie d'énergie. Donc, vous vous rendez compte que si même l'Afrique du Sud a ce problème énergétique, ce n'est pas rien. Je ne vous parle pas des autres pays. C'est vraiment un véritable problème en Afrique. Et je ferai une petite aparté en disant que je parle de l'Afrique, mais même en Occident, l'énergie aujourd'hui est devenue un peu le nerf de la guerre. Tous les pays de l'Occident sont prêts à faire des choses incroyables pour conserver leur souveraineté en énergie. Vous avez vu pour le cas de l'Europe en général et la France en particulier, lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine a démarré, vous avez vu que les prix de l'énergie ont énormément augmenté. Ça a entraîné la fermeture de beaucoup d'entreprises. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé ou vous n'avez peut-être pas suivi parce que ce n'est pas dans l'immédiat dans votre domaine d'activité, mais beaucoup d'entreprises ont fermé ou licencié parce que les coûts de l'énergie ont augmenté. Donc,
quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, si vous n'avez pas de l'accès à l'énergie, si les coûts ne sont pas rentables, Oui. votre entreprise ne peut pas fonctionner. Ouais. C'est indéniable. Et donc, c'est pour vous montrer à quel point ça dépasse même le continent africain. Cette histoire d'énergie. Et donc, chez nous, on en est encore très loin, et donc c'est un véritable problème. Voilà. Il y a également le problème de main-d'œuvre. Parce que pour exploiter des mines, il faut des compétences spécifiques, comme on l'a dit au début de l'émission. Sauf qu'aujourd'hui, la population locale n'est pas suffisamment formée à ce type de métier. Pour des raisons que nous avons évoquées aussi au début, c'est que notre politique d'éducation et de formation scolaire n'était pas adaptée à nos besoins. Exactement. Elle était adaptée aux besoins des Occidentaux. Et donc, on mettait en place des programmes ou des formations qui allaient contribuer demain à exercer des métiers qui allaient apporter une valeur ajoutée aux autres et non à nous. Donc, c'est à nos dirigeants, à nos politiques et politiciens de faire ce travail de déconstruction pour remettre en place des formations qui vont cette fois-ci aider la population. Donc, c'est autant de facteurs qui font qu'aujourd'hui, il est difficile pour nous, Africains, d'exploiter efficacement les matières premières dont on a cité. Ok. Et pour revenir un peu, donc, vous avez dit que vous aimeriez donc parler de la volonté des gouvernements africains dans ce secteur en particulier. Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que les gouvernements africains, vous pensez qu'ils sont plus un moteur donc, pour ce secteur minier ou un frein à ce secteur minier? Est-ce que vous pensez qu'ils ont réellement la volonté? Donc, pour reprendre vos termes, est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment la volonté pour faire avancer nos pays et que, comme vous avez dit au début de l'émission, c'est dans 20 ans, 30 ans que l'on voit les résultats, donc que plus tard, on puisse bénéficier peut-être de toutes ces réserves naturelles, ou vous pensez que l'on va toujours rester, malheureusement, à travailler pour les autres, en quelque sorte? Non, je suis quelqu'un de naturellement très optimiste et votre démarche d'ailleurs de réaliser ce type d'émission montre bien qu'il y a cette nouvelle génération qui a compris qu'il fallait prendre les choses en main, se bouger pour que les choses changent. On n'attendra pas que ça vienne des autres, ce n'est pas possible. Quand vous vivez chez vous et que vous ne vous sentez pas à l'aise parce que votre salon ne vous plaît pas ou telle chose ne vous plaît pas, vous n'attendez pas que votre voisin vienne modifier la disposition de vos fauteuils, meubles ou vous racheter de nouveaux écrans, appareils. Vous le faites vous-même parce que vous n'êtes pas à l'aise. Ben, c'est la même démarche que nous devons entreprendre du côté de l'Afrique. Mais pour entreprendre cette démarche-là, une fois de plus, il faut une grosse volonté politique. Les politiciens doivent, j'espère que je ne mettrai pas à dos la classe politique africaine, mais les politiciens doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent être assez courageux de penser non pas à eux et à leur petit monde, mais de penser à leur population à l'instant T, mais également à la population à venir. C'est-à-dire, il n'y a pas que nous. On a hérité du monde de nos prédécesseurs, de nos ancêtres. On doit pouvoir le laisser en meilleur état pour la génération à venir. Et donc, oui, les politiciens jouent un rôle très important et ils peuvent être un facteur bloquant ou pas. Je souhaite qu'ils soient
je dirais, la locomotive, un soutien, le moteur de ce développement-là. J'ai envie de dire que c'est rédhibitoire. Oui. Ils doivent l'être. Beaucoup de gouvernements font des efforts dans ce sens. Vous avez cité tout à l'heure des pays qui... on parlait du Mali, du Ghana, du Kenya, certains pays aussi de l'Afrique de l'Est. Je peux rajouter, on a parlé de l'Afrique du Sud, on peut parler des pays du Maghreb, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie. Ce sont des pays où les gouvernements ont mis en place une stratégie, une véritable stratégie d'industrialisation. Okay. Ils ont réussi à diversifier leur économie pour ne pas dépendre uniquement de ces matières premières. C'est très dangereux quand vous ne dépendez que de vos matières premières et surtout quand elles ne sont pas transformées. Parce que les prix des matières premières ne dépendent pas de vous. Oui. Les prix sont négociés de l'autre côté, dans les tradings, les bourses. C'est ça. Des matières premières ne dépendant pas de nous. C'est important de pouvoir les transformer pour reprendre la main les bénéfices dessus et donc les bénéfices qui vont avec. Oui. Mais les vendre telles qu'elles sont, ça ne rapporte malheureusement pas grand-chose, pas assez. Et donc, oui, les gouvernements dans ce sens-là doivent mettre en place une véritable stratégie de développement du secteur minier. C'est d'ailleurs l'objet d'un mémoire que j'ai rédigé sur ce sujet. C'était de mettre en place une stratégie de développement du secteur minier en Afrique subsaharienne. J'ai travaillé pendant à peu près 8 mois. J'ai un joli rapport qui a été réalisé sur le sujet. Et l'une des motivations aujourd'hui, justement, c'est d'approcher les entreprises, mais surtout les gouvernements africains, pour leur proposer ce service et les accompagner dans cette démarche-là. Parce qu'il y a de quoi faire. Il y a matière à faire. On dispose des moyens et l'État a les clés en main pour nous sortir de là. Voilà. Je vais évoquer aussi un point qui est très intéressant, c'est tout ce qui concerne la régulation du secteur minier. Les régulations en Afrique ne sont pas claires, elles ne sont pas transparentes. Et ça aussi, ça peut causer un véritable frein parce que si vous êtes investisseur et quand vous allez investir quelque part, si on ne vous donne pas des informations claires sur comment ça se passe, sur un certain nombre de sujets, ça peut créer le doute et ne pas vous inciter à mettre votre argent dans ce business-là. Et on sait que le secteur minier, c'est un secteur qui est très incitatif à la corruption. Il y a beaucoup de bakchiches, peut-être un peu moins aujourd'hui. Et encore, il y a un gros scandale qui fait actuellement la une de certains journaux africains, notamment camerounais, entre l'entreprise Glencore, qui est bien connue, et certaines sociétés camerounaises dont je ne citerai pas le nom. Donc, on parle des montants très importants, très élevés. Je parle du Cameroun, mais c'est le cas dans quasiment beaucoup de pays et même aussi en Occident. C'est juste que les choses se sont faites un peu plus intelligemment et différemment. Donc, c'est un milieu où la corruption, elle est très forte et il faut pouvoir lutter efficacement contre ça pour limiter justement ces risques-là et inciter les investisseurs et les entreprises à venir s'installer et nous accompagner dans le développement de nos infrastructures et l'industrialisation de notre continent. J'aimerais aussi que l'on évoque donc, le secteur environnemental. Donc, je sais que vous avez dit au début de l'émission que vous ne prenez pas trop en compte dans le sens où vous pensez que c'est peut-être un moyen donc, pour certaines... comment dire, les étrangers peut-être, ou l'Occident, de mettre un frein, nous, à notre développement en parlant d'environnement.
chose que eux ils n'ont pas Oui, fait oui. de leur côté. Mais j'aimerais quand même que l'on évoque ça parce que avec tout ce qui se passe un peu aujourd'hui en 2024, le réchauffement climatique et tous ces problèmes un peu liés à l'environnement, j'aimerais quand même que l'on évoque ce sujet-là, des risques liés à aux transformations de matières premières. Oui. Alors, Et jusqu'où ça peut surtout ouais. aller. Alors, les problèmes environnementaux dans l'industrie minière ils sont connus, ils sont très très bien connus. Quand j'évoquais le fait qu'il ne faut pas que ce soit un point bloquant pour nous les Le Africains, développement. ce n'était pas de dire qu'il ne faut pas tenir compte de cela, mais qu'il faut le faire avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire que les Occidentaux ont commis beaucoup d'erreurs dans le sens où on a industrialisé, on a d'abord exploité les matières premières en vrac, en masse, sans jamais réfléchir aux conséquences, aux conséquences que ce soit sur le plan local, parce qu'il y en a, beaucoup même d'ailleurs, et puis au niveau de la planète. Donc, on doit saisir cette expérience-là, regarder ce qui a été mal fait du côté de l'Occident et faire différemment. C'est important, faire différemment. Donc, quand on parle de ces enjeux environnementaux, pour moi, ça doit être vu comme des opportunités plutôt que comme des contraintes. Je m'explique. Les matières, je vous ai parlé tout à l'heure quand je me présentais, je vous avais dit qu'avec le groupe Imerys où j'ai travaillé, j'étais en charge de l'optimisation des matières premières et la valorisation des coproduits et des déchets. Un des moyens importants de lutter contre le gaspillage que ce soit des matières premières ou des déchets, et donc de freiner un peu l'extraction des matières premières, c'est d'être capable de réutiliser les déchets qui sont issus soit pendant l'extraction, soit pendant la transformation. OK. Parce que vous avez des industries qui peuvent perdre jusqu'à 40% de leur matière durant le processus de transformation. Ah, quand même. OK. Oui. Donc, si aujourd'hui, on réfléchissait sur comment trouver les techniques pour réutiliser, pour valoriser ces matières que j'appellerais secondaires, pour pouvoir les réutiliser en remplacement d'une partie des matières premières, on gagnerait déjà beaucoup au niveau de l'environnement. Et pourquoi je dis que c'est une opportunité? Parce que lorsque je travaillais pour ce groupe Imerys, j'ai mis en place, avec mon équipe, bien évidemment, un certain nombre de formulations qui permettent de travailler sur différents types soit de matières premières, ou alors différents types de déchets issus de la transformation de ces matières premières-là, où on est capable de prendre ces déchets, d'y rajouter d'autres éléments que je ne citerai pas, parce que là, on est dans le cadre de business. Je peux pas. Il y a des brevets en plus qui ont été déposés, donc je ne peux pas donner un certain nombre d'informations. Mais en rajoutant un certain nombre d'éléments de liants, d'éléments additifs dans des déchets sur lesquels on aura travaillé, on peut rajouter de la valeur à ces déchets-là qui pourront à nouveau être soit réutilisés dans la même industrie, ou alors on rajoute de la valeur et on va les vendre dans d'autres industries qui vont utiliser ces déchets comme des matières premières. Un exemple très simple, les déchets utilisés dans les industries minérales métallurgiques, elles vont où? Elles vont dans la construction des routes. Les fabricants de ciment et consorts, quand il y a des déchets, ils sont vendus aux entreprises, aux structures qui fabriquent des routes pour introduire sur le goudron. Donc voilà une filière, par exemple, qui a été
exploité par les Occidentaux. Et c'est quelque chose qu'on peut faire en Afrique. Et c'est pour ça que je dis on doit voir ça en termes d'opportunité. Prenons le cas de la bauxite. Aujourd'hui, la bauxite, la Guinée détient 25% de matière de bauxite dans le monde. C'est colossal. À elle seule, elle a 25% de ressources de bauxite. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais c'est colossal. Donc, je me rends compte. Je pense que la Guinée aussi ne se rend pas compte de cela. Peut-être quand ils arriveront à transformer cette bauxite en alumine puis en aluminium et qu'ils verront qu'ils peuvent multiplier jusqu'à 10 la valeur ajoutée du produit final, ils pourront se rendre compte. Voilà, ils prendront conscience de cela. Donc, quand on extrait la bauxite, c'est pour vous prendre l'exemple de la bauxite, vous avez près de 70% de matière qui se retrouve sous forme de poussière. Et quand c'est sous forme de poussière en sortie des mines, elles ne sont pas utilisées parce que la poussière est difficile à transporter. Vous faites comment pour transporter de la poussière d'un site minier pour aller les mettre dans des conteneurs, des bateaux pour les envoyer après, pour les transformer. C'est pas pratique. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'on prend des blocs de bauxite naturel. Les blocs, c'est comme des cailloux, des pierres. Et c'est ça qui est transporté plus facilement. Donc, du coup, on a de la bauxite qui traîne par terre. Ça, c'est une matière première qui est valorisable. Il suffit de faire quoi? Il suffit de prendre cette poussière de bauxite, adapter, trouver la formulation. Moi, je l'ai, mais je ne la dirai pas. Si une entreprise intéressée viendra me contacter, mais il suffit de prendre cette poussière de bauxite, d'y rajouter quelques éléments additifs, des liants, un peu d'eau et de les mettre dans une presse comme les presses à parpaing. Vous voyez à quoi ressemble une presse à parpaing? Quand on fabriquait du parpaing, on mélange du ciment, des graviers, du sable et consorts. Et ensuite, on met dans une presse à parpaing et on forme des parpaings. C'est un système qui est plus ou moins similaire avec cette bauxite. En rajoutant certains éléments, en mettant dans une presse à parpaing où on aura, avec des moules spécifiques, on va sortir de là des briques. Et les briques peuvent ressembler, vous voyez, le câble, le box dans lequel on peut brancher les fils. Des briques peuvent avoir cette forme-là, hexagonale, cubique, carré. Et là, sous forme de briques, on peut les transporter plus facilement. Et vous verrez que quand on fait cette transformation, si vous trouvez la bonne formulation, le produit, la matière première ne perd pas sa valeur. Je prends un exemple simple que vous allez comprendre, les jeunes et la mode. Des vêtements de marque, aujourd'hui, quand ils sont neufs, ils vont coûter relativement cher. Pourtant, il y a un marché de seconde main qui est en train de se développer depuis un moment, de grandes marques, où les prix peuvent être divisés parfois par 10. Et vous pouvez trouver de très bons vêtements. Et quand vous les portez, personne ne saura que ça vient de seconde main. Seconde main. Ben voilà. Donc, quand ces vêtements sont sur vous, ils ont la même valeur que celui qui les aura achetés neufs. Il y a vous qui saurez d'où ça vient. Mais si vous les portez bien, ils auront la même valeur. C'est pareil, j'ai envie de dire, avec ces produits de seconde main qui en réalité ne le sont pas, puisqu'on parle bien des matières premières. Donc, vous voyez que c'est un business à aller chercher. Et ça, aujourd'hui, on ne le fait pas en Afrique. Et c'est un chemin vers lequel j'incite les jeunes qui ont des expertises d'ingénierie dans ce type de secteur, de prendre le risque de se lancer, de venir me voir, on en discute. Je suis très ouvert pour la collaboration ou accompagner des jeunes dans ce domaine-là. D'ailleurs, je n'hésiterai pas du coup à laisser les contacts donc, de M. Ngansop, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Les contacts LinkedIn, donc un réseau social où vous pourrez le contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport donc, à la discussion que l'on vient d'avoir. Donc, ce qui se fait sur ces matières premières qu'on extrait, les mêmes procédés peuvent se faire sur les déchets. Et donc, on travaillera en boucle fermée, et c'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Et donc, il faut qu'on soit capable aujourd'hui, en Afrique, de travailler dans ce sens-là. Ils ne l'ont pas fait en Occident depuis bien longtemps. C'est maintenant, il y a quelques années, qu'on a commencé à parler de l'économie circulaire, à la mettre en application. Ça faisait partie, de mon point de vue, des erreurs qui ont été commises ici. Et donc, nous, ayant connaissance de cela, il faut qu'on évite de tomber dans le même piège
de tirer expérience de leurs erreurs et de produire autrement. Et donc, de ne pas jeter ce qui est considéré comme des déchets et de mettre en place des structures, des centres de recherche qui vont travailler sur des solutions à apporter pour que ces déchets-là puissent être récupérés et réutilisés dans d'autres industries. Et ça reste une fois de plus des opportunités, mais énormes. Ça peut être via des centres de recherche et développement, des centres techniques, mais tellement de choses peuvent être faites dans ce sens-là. Et aujourd'hui, quand on parle d'environnement, j'aimerais qu'on voit ça sous cette forme-là, qu'on ne voit pas comme quelque chose qui va nous empêcher de se développer, mais plutôt comme de nouvelles opportunités qui vont nous amener à travailler différemment. Donc voilà ce que je dirais sur l'aspect environnement pour rester côté business. J'ai fait sciemment de ne pas forcément parler de la réhabilitation des sites miniers, parce que c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui. Les entreprises les pratiquent de plus en plus. Réhabilitation des sites miniers, ça veut dire que quand vous finissez de travailler sur un site, vous devez le réhabiliter. Vous ne pouvez pas laisser des grosses mines ouvertes comme ça. Non, c'est dangereux, avec des pluies, c'est dangereux. Donc, aujourd'hui, je sais que les États obligent les entreprises à réhabiliter les sites miniers. C'est déjà des choses qui se font. C'est pour ça que je n'ai pas forcément évoqué. J'ai vraiment voulu aller sur le côté innovant. L'économie circulaire. Voilà. Et là, il y a quelque chose à faire. À faire, oui. Vraiment. Et dans beaucoup de matières premières, et même alimentaires, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et j'aimerais vraiment que les acteurs industriels s'intéressent à ces sujets-là et mettent en place ce qu'il faut pour cela. J'ai l'impression, justement, juste pour terminer sur l'économie circulaire, j'ai l'impression que peut-être enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais que donc, nos pays ne pensent pas justement à cette économie circulaire-là parce que peut-être ils essayent de copier donc, un peu les modèles du coup, que ces pays en Occident ont fait avant. Quand on va être au même niveau, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand on va être au même niveau donc, d'avancée, c'est à ce moment-là, justement, qu'on va se dire « Ah tiens, il faut que l'on fasse de l'économie circulaire. » Parce qu'ici, en Occident, donc, c'est exactement de ça dont il parle, donc l'économie circulaire. J'imagine que c'est pour ça, du coup, que vous avez étudié l'économie circulaire. Enfin, vous avez fait une formation. Parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, justement, on n'en parle pas. Je ne sais pas s'il y a ce genre de formation-là qui existe déjà. Peut-être vous avez... Peut-être pas, non, je ne pense pas. Vous savez, généralement, les formations existent parce que derrière, il y a un besoin. Exactement. Et comme aujourd'hui, ce besoin-là n'est pas... Soit il n'est pas identifié, soit il n'a pas été vu comme une véritable opportunité pour nos dirigeants. Du coup, cette filière-là n'existe pas. Et vous faites bien de mentionner que ce n'est que maintenant que la filière sur l'économie circulaire a été créée, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce. Moi, justement, je l'ai vu en école de commerce, mais je crois que c'est que ces dernières années. Ça n'existait pas jusque-là. Quand je finissais ma formation d'ingénieur en 2005-2006, on ne parlait pas d'économie circulaire. Et je le sais bien, puisque j'étais dans le domaine, j'étais dans les procédés, les matières, les matériaux, dont on ne parlait pas de ça. C'est nouveau. Et ça rejoint exactement ce que je disais, c'est-à-dire que c'est une opportunité parce qu'il y a toute une filière à créer dans le domaine de l'économie circulaire, mais vraiment toute une filière, depuis les fournisseurs de matières premières, on passe par les fournisseurs de matières premières, on passe par les entreprises qui vont, que j'appelle les équipementiers, qui vont développer les outils, les machines pour justement travailler sur ces déchets-là, les mélanger, faire des briques et consorts, la transformation, réfléchir pour la transformation de ces déchets. Ensuite, dans les différentes industries, il faudra peut-être aussi remodifier un peu, adapter les procédés pour que ces matières qui remplacent en partie, ces matières secondaires qui remplacent en partie les matières premières puissent intégrer le système
de transformation sans perdre en qualité, oui. en rendement. C'est très important parce que les enjeux économiques restent très forts. Et ainsi de suite. Donc, toute la chaîne de valeur du recyclage, de l'utilisation des déchets, c'est un véritable puits pour l'emploi en Afrique. En Afrique, oui. Totalement. Okay. Et encore plus en Afrique, avec nos riches, notre sol qui est si riche en ressources naturelles. Et donc, il faut prendre cette voie-là, j'en suis totalement convaincu. C'est important, oui. C'est la première fois justement que j'en entends parler. Donc, qu'il faut justement que l'on se lance dans cette économie circulaire-là. Et c'est un très bon point que vous faites. C'est très important. C'est très important, oui. Étant donné que nous n'avons pas encore le même problème que l'Occident, je pense que c'est maintenant. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Bah oui. Et surtout que derrière, il y a de l'emploi, il y a de l'argent. Exactement. Parce que si on veut rester business, c'est un business, c'est un véritable business. On n'est pas dans le côté angélique, social, non, même si je n'ai rien contre le social, la preuve avec mon association. Mais si on veut même parler d'argent, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je n'ai peut-être pas l'âme d'un entrepreneur comme certains de mes amis qui sont beaucoup plus courageux pour se lancer, mais je le dis et sans honte, si j'avais suffisamment de courage et peut-être des fonds, je serais moi-même allé sur le terrain pour lancer cette activité. Je me donne le temps qu'il faudra. Bien sûr, mais si ce n'est pas quelque chose qui bouge d'ici quelques années, mais je parle d'un très peu d'années, 2 maximum, même pas 5, 2-3 ans, je le ferai. Je vous prends témoin. Je le ferai. Et j'aimerais vous poser donc la question, est-ce que vous avez donc un message, un dernier message pour la jeunesse africaine et sa diaspora? J'ai un message pour d'abord nos dirigeants, pour leur dire que on a aujourd'hui les moyens en 10 ans de passer de l'exploration, de l'exploitation de nos matières premières à la transformation. Je vais leur donner quelques pistes et je les inviterai, s'ils sont intéressés, à prendre contact, puisque je vous ai dit que j'ai travaillé sur ces sujets. Et je suis suffisamment outillé. En tout cas, j'ai à ma disposition un certain nombre d'éléments, d'expertise qui peuvent les intéresser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de mon point de vue? Je vais donner les grandes lignes. Il faut de l'intelligence collective. Seul, on dit qu'on va vite, et encore. Mais à plusieurs, on va plus loin. Aujourd'hui, quand on prend pays par pays en Afrique, on a beaucoup de difficultés. Une façon de réduire ces difficultés, c'est de mutualiser nos forces. Ça veut dire qu'au lieu de penser pays, il faudrait penser sous-région. Je prends par exemple la sous-région de l'Afrique centrale. Au lieu de parler par exemple du Cameroun, on devrait parler du Cameroun, du Tchad, du Congo, de la RCA, du Gabon. Et cette sous-région-là devrait ensemble réfléchir sur une stratégie commune pour industrialiser le secteur minier. Parce que ce qu'on n'aura pas au Cameroun, on pourra le retrouver au Gabon, ou au Tchad, ou en RCA, dans différents domaines. Mais si on arrive à avoir cette intelligence collective, en 5 ans, j'ai séquencé l'industrialisation de l'Afrique en 2 temps. La première phase, de 0 à 5 ans, on identifie les matières premières critiques et celles pour lesquelles on peut celles qui vont générer assez rapidement un retour sur investissement. Donc, pendant 5 ans, on se focalise sur l'industrialisation de ces matières premières-là. On n'est pas encore dans la transformation. On est dans l'exploitation, mais on modernise nos structures, on fait en sorte que nos services soient aux normes internationales. On rend l'environnement de travail, l'environnement minier sain.
Et en parallèle, pendant que l'on fait ça, on doit déjà anticiper sur les 5 prochaines années pendant lesquelles on va faire la transformation. Et comme on a un problème de main-d'œuvre, ce n'est pas quand on va commencer à transformer qu'il faut chercher la main-d'œuvre. Oui. C'est avant. Oui. Donc, pendant qu'on est en train de travailler sur la modernisation des infrastructures pour l'exploitation des ressources du moment, on commence déjà à former la population locale parce qu'une bonne formation, ça dure 5 ans. Et au bout de ces 5 ans-là, ils seront prêts. Et nous, dès qu'on atteint les 5 ans du premier business model, on switch, on passe à la phase de transformation. Et là, on a déjà localement les personnes qualifiées pour travailler. Et à ce moment-là, si on réfléchit de cette manière-là, en 10 ans, on est capable de transformer la bauxite en alumine puis en aluminium, de transformer les minerais de fer en acier, de transformer même l'aluminium en acier, de moderniser et d'industrialiser l'or, par exemple. Donc, on a les moyens, le gouvernement, la société civile, les investisseurs privés, nous, les gens de la diaspora, on a les moyens de faire bouger les choses et de changer ce qui se fait en 10 ans. Vraiment. Et donc, j'incite, pour parler aux jeunes, comme vous me l'avez demandé, j'incite cette jeune génération à oser, ne pas avoir peur, ne pas se mettre des freins. Non, les difficultés doivent être vues comme des opportunités et non comme des difficultés. Si on change de mindset, de perspective et en prenant les difficultés comme des opportunités, rien ne nous arrêtera. Contrairement à ce qui s'est passé il y a très longtemps, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir été formés en Occident. On a les connaissances, les compétences qui sont similaires, identiques aux Occidentaux. Ce savoir-là, ces compétences, nous les avons. Ce n'est pas comme avant où il y avait juste une poignée de personnes qui venaient se former. On les a. Donc, je vous incite, vous les jeunes, à ne pas avoir peur. Osez, faites-le quand vous êtes encore jeune parce que vous avez de l'énergie pour ça. Vous avez la possibilité de vous rattraper si jamais il y a un échec. Tout entrepreneur échoue toujours d'une façon ou d'une autre. C'est la vie d'un entrepreneur. Il ne faut pas avoir peur. Mais faites-le. Approchez-vous de vos aînés qui ont peut-être commencé ces choses-là, cette démarche-là, mais qui ne sont pas allés au bout pour X ou Y erreur, pour vous enquérir de leur expérience. Évitez de reproduire les mêmes erreurs qu'eux. Et enfin, soyez solidaires. Ne pensez pas que seul vous allez y arriver. Il y a de la place pour tout le monde. Comme disait notre président du Cameroun, le gâteau est costaud. Tout le monde peut manger sa part. Donc, n'ayez pas peur de travailler en groupe. Développez vos réseaux avec vos camarades, vos collègues qui viennent d'autres pays d'Afrique, parce que ce réseau-là, il vous servira demain quand vous aurez cette envie, ce besoin d'apporter votre expertise en Afrique. Donc, j'en oublie certainement d'autres, mais je suis convaincu que j'aurai l'occasion d'intervenir encore dans cette émission pour d'autres sujets. Mais voilà à peu près ce que je peux dire pour inciter, nous inciter, et votre génération aussi, à oser et aller faire des choses en Afrique, de ne pas avoir peur des freins. C'est rien ça. C'est ça qui doit justement nous motiver. Ok. Merci en tout cas pour votre temps. Et ce fut un plaisir. J'ai beaucoup appris et j'en suis sûre que vous aussi, vous en avez beaucoup appris. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.